Les Sentinelles de la mer, documentaire écrit et réalisé par Laurent Luteau, où nous venons donc de suivre le quotidien d'une campagne menée par l'ONG écologiste Sea Shepherd, fondée par Paul Watson autour des côtes siciliennes et calabraises, pour lutter à la fois contre la pollution et la pêche illégale en mer, qui déstabilise hautement l'écosystème marin. L'occasion pour nous maintenant, sur ce plateau de Débat Doc, en compagnie de nos invités, de nous interroger sur l'avenir de l'une des mers parmi les plus menacées au monde sur le plan écologique, la mer Méditerranée. Et avec nous pour cela, sur ce plateau, Didier Gascuel, pour commencer. Bienvenue à vous. Vous êtes professeur en écologie marine à l'Institut Agro, qui est installé à Rennes, dans l'Ille-et-Vilaine, bien entendu. Votre dernier ouvrage s'intitule « La pêche écologie manifeste pour une pêche vraiment durable » et il a été publié aux éditions Kouaé. Également avec nous, Caroline Rose. Bienvenue à vous, Caroline Rose, ancienne députée européenne Europe Écologie Les Verts. C'est entre 2019 et 2024 et votre dernier ouvrage s'intitule, lui, Pour les océans, vers une autre politique européenne de la pêche. Il est disponible aux éditions Les Petits Matins. Puis enfin avec nous, Guillaume Saintony, bienvenue à vous. Vous êtes un spécialiste du développement durable et président du Plan Bleu, un centre d'expertise du développement et de l'environnement au service des 21 pays de la Méditerranée. On reviendra sur le dernier rapport de Plan Bleu, c'est tout frais, il date de janvier dernier, qui n'est pas très optimiste lui non plus sur la situation environnementale de la Méditerranée. On va bien sûr resituer cette mer sur une carte pour commencer. Cette mer semi-fermée avec trois rives, vous le voyez sur cette carte, la rive nord bien entendu avec notamment la côte française, la rive orientale avec notamment la Turquie et puis la rive sud avec les pays d'Afrique du Nord mais aussi l'Égypte pour l'essentiel. 46 000 km de littoral, c'est 0,8% de la superficie du globe, la Méditerranée, mais c'est tout de même 8 à 10% de la biodiversité mondiale. Et puis par ailleurs, deux chiffres, 360 millions de touristes par an passent d'une manière ou d'une autre par la Méditerranée et 26 millions de croisiéristes passent aussi par cette mer. On y reviendra peut-être un instant tout à l'heure. On va parler à la fois de la surpêche, illustré dans le film que nous venons de voir, la pêche illégale. On va parler de la pollution, elle aussi illustrée avec ce film. Et puis on va aussi parler du dérèglement climatique qui a de lourdes conséquences aujourd'hui en Méditerranée. On va commencer par la surpêche avec ces chiffres que vous avez d'ailleurs communiqués il n'y a pas si longtemps dans le quotidien belge Le Soir. 86% des populations de poissons, autrement dit 29 espèces, sur 34 en Méditerranée, sont surexploités. On y pêche 2 fois plus que le niveau considéré comme soutenable. Voilà ce que vous disiez. Et ma question est, pourquoi ces chiffres? Pourquoi ce constat? Comment en arrive-t-on là? Oui, c'est un phénomène qui est mondial. D'une manière générale, les pêcheurs augmentent leur pression de pêche et on va vers la surexploitation. Et il faut mettre en place des régulations pour éviter cette surexploitation. La Méditerranée est vraiment un endroit où on a pris beaucoup de retard. Pendant très longtemps, on n'a pas fait les études scientifiques. On ne connaissait même pas l'état des populations et on n'a pas mis en place les régulations pour ça. Donc effectivement, on est arrivé dans cette situation. Voilà. Ifremer publie également des bilans et ces bilans nous montrent que, encore aujourd'hui, un poisson sur 2 qui sont pêchés par les pêcheurs français en Méditerranée, on ne sait pas. On ne sait pas où en est la population, est-ce qu'elle est surexploitée, est-ce qu'elle se porte bien. On a un certain nombre d'indices qui montrent que beaucoup ne se portent pas bien, mais on n'a pas réellement de diagnostic. Quand on n'a pas de diagnostic, on ne peut pas réellement prendre des mesures de gestion appropriées. Et sur les autres, aujourd'hui, il y a 9 poissons sur 10 parmi ceux pour lesquels on a le diagnostic qui effectivement sont toujours en mauvais état, reviennent de populations en mauvais état surexploitées. Est-ce qu'on peut dire qu'en matière de pêche illégale, c'est le terme en tout cas utilisé dans ce film, ou de surpêche, la Méditerranée est un très mauvais élève à comparer avec d'autres. Alors il y a d'autres bassins. Oui, alors c'est globalement un mauvais élève. Alors pas forcément un des pires au milieu mondial, on en trouve probablement pire au niveau mondial. Mais c'est un endroit où il y a de la pêche illégale, mais c'est un endroit aussi où il y a de la pêche illégale,
sur lesquels on ne met pas en place les mesures de régulation requises, ou du moins, on met en place des mesures de régulation insuffisantes. Alors, ça a un peu changé ces dernières années. C'est mis en place ce qu'on appelle le plan de gestion de la Ouest Méditerranée, qui a pris des mesures quand même, pour la première fois, très dures, et qui ont été très dures pour les pêcheurs. On leur a demandé de diminuer le nombre de jours auxquels ils pouvaient aller en mer, et puis, il faut bien le dire, on a financé le fait d'envoyer à la casse un certain nombre de navires. Si je vous prends un exemple, les chalutiers de Méditerranée, les chalutiers de fond, ceux qui vont avec leurs grands filets racler le poisson sur le fond, leur nombre a été divisé par 2 au cours des 5 dernières années. Donc on a pris des mesures radicales. Mais il est encore trop tôt pour qu'on voit réellement une reconstitution des populations naturelles. On a sur quelques espèces des signes encourageants, mais encore très très peu. Et la majorité des espèces, on partait de tellement bas ou de tellement mal qu'on est encore dans une situation très détériorée aujourd'hui. Nous n'avons pas assez régularisé, pour reprendre le terme qui vient d'être utilisé en Méditerranée. Il y a un problème spécifique à la Méditerranée concernant le respect des normes, le respect de tout ce qui est mis en place à l'échelle européenne, puisque là, pour le coup, l'Union européenne a un grand rôle à jouer, elle a mainmise sur tout ce qui est protection écologique maritime. Qu'est-ce qui se passe en Méditerranée ? Alors, comme l'a dit Didier, en Méditerranée, on a pris beaucoup de retard sur la Méditerranée, mais pas que. On a cette problématique à faire respecter justement le fait qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens suffisants pour contrôler ce qui se passe en Méditerranée. On n'a pas des moyens de contrôle pour voir ce qui s'y passe, comment se coordonnent certains secteurs de la pêche. Est-ce que les quotas sont respectés ? Puisque sur certaines espèces, nous avons des quotas. Sur le reportage, on parle du thon rouge de Méditerranée. On a un stock qui a été mis dans les années 2000 au bord de l'effondrement par la surpêche. Il y a des quotas qui ont été fixés. Les pêcheurs, comme l'a dit Didier, ont fait beaucoup d'efforts sur le thon rouge. Mais malgré tout ça, aujourd'hui, on a vu avec les efforts des pêcheurs que le thon rouge a permis, je dirais, à l'espèce de se régénérer un petit peu. Il n'est pas encore en super état. Aujourd'hui, on peut dire qu'il est en bon état, mais si on continue justement à ne pas respecter les règles, il ne sera pas en bon état très longtemps. Donc il faut continuer à... Je sais qu'on parle beaucoup de normes, mais il faut continuer aujourd'hui à respecter ces normes, ces critères. Il y a un critère socio-économique et environnemental qui est important dans la politique commune de la pêche. Malheureusement, il n'est pas respecté aujourd'hui et c'est dommage. Si on fait déjà respecter ce qui existe aujourd'hui, je pense qu'on arrivera à de meilleurs résultats. Bon, il y a plusieurs acteurs, évidemment, sur ce dossier, mais on a pris du retard. C'est ce que vous nous avez dit, c'est aussi ce que vous constatez. Quels sont les acteurs qui ne jouent pas le jeu ? Parce que j'ai du mal à vous faire dire le pourquoi de ces chiffres, qui sont assez alarmants concernant la surpêche. Quels sont les acteurs qui ne jouent pas suffisamment le jeu aujourd'hui, à comparer avec des acteurs qui officient autour d'autres littoraux, dans d'autres mers ? Moi, j'aimerais bien comprendre, là, tout de même. Je vous pose la question. Oui, je crois qu'on a... Didier Gasquel doit connaître ça mieux que moi, mais... il va aussi en rajouter, bien sûr. Il va en rajouter. On a des organismes de pêche, qui sont des organismes assez compliqués à comprendre, et dont le fonctionnement est assez compliqué à comprendre, et il me semble que les organismes qui opèrent en Atlantique ont davantage progressé dans une tentative de gestion rationnelle des pêches qu'en Méditerranée. Mais il faut quand même voir qu'il y a des signes d'espoir et qu'il y a des possibilités d'amélioration. Le thon rouge a été cité, c'est un très bon exemple. La situation était vraiment très très mauvaise il y a quelques années. Il y a des mesures qui ont été prises, il y a des gens qui s'en sont occupés et aujourd'hui, incontestablement, les populations remontent. Et un autre problème en Méditerranée, c'est qu'on a du mal à avoir ce qu'on appelle des aires marines protégées vraies, c'est-à-dire qui ne soient pas de papier, dans lesquelles il y ait des interdictions soit de pêche totale... AMP, aires marines protégées, oui. Soit des interdictions de pêche totale, soit des interdictions de chalutage, qui est le mode de pêche le plus destructif, le moins sélectif, etc. Et les expériences montrent que lorsqu'on a des aires marines protégées avec interdiction de pêche, ça a un effet bénéfique pas seulement sur l'aire marine protégée, mais aussi sur les alentours de l'aire marine protégée pour les pêcheurs. Et en fait, c'est une bonne chose pour les pêcheurs. Alors, les pêcheurs ont du mal à l'accepter. Ces aides marines protégées que vous évoquez, par exemple, on parle souvent de mirages lorsqu'on parle de la Méditerranée. Officiellement, je crois qu'ils en déclarent 5%.
Mais en réalité, il y aurait 0,2% d'aires marines protégées. Alors, on triche là, non? Voire 0,1, c'est-à-dire qu'on a effectivement... Mais qui triche alors, par exemple mais personne ne triche, en l'occurrence. Ou alors, peut-être c'est le décisionnaire politique. Oui. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui créé des aires marines protégées. J'ai envie de dire, on a l'impression des fois pour faire du chiffre, pour pouvoir annoncer du chiffre, mais on n'a pas mis en place de régulation. Donc les pêcheurs viennent pêcher dans les aires marines protégées, non pas parce qu'ils trichent, mais parce qu'ils n'y sont pas interdits. C'est leur droit. Et comme on a tendance souvent, et c'est plutôt une bonne idée, de mettre en aires marines protégées les zones qui sont riches, et que bien sûr, le métier d'un pêcheur, c'est de trouver les zones riches pour aller pêcher, eh bien on se retrouve aujourd'hui dans certaines situations, alors c'est vrai à l'échelle de l'ensemble de l'Union européenne, on chalute plus dans les aires marines protégées qu'en dehors des aires marines protégées. Donc l'enjeu, j'ai envie de dire aujourd'hui, il est vraiment d'accroître la protection des aires marines protégées pour qu'elles cessent d'être des aires de papier, mais réellement des zones de protection. Je vous ai coupé tout à l'heure, vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Non, simplement, il y a un autre problème, c'est qu'il y a plus d'aires marines protégées dans la partie nord du bassin méditerranéen que dans la partie sud. On a du mal à en créer dans la partie sud, même s'il y a un fonds spécial qui a été créé pour ça. Et par ailleurs, je voudrais rappeler que le président de la République a pris en septembre 2021, lors du congrès mondial de l'UICN à Marseille, l'engagement de placer 5% de la Méditerranée française, des eaux méditerranéennes françaises, en aires marines protégées. Donc, on ne sait pas si ce sera 5% de protection forte, c'est-à-dire excluant la pêche ou au moins le chalutage, ou 5% de protection faible n'excluant pas la pêche, mais il y a cet engagement qui nécessite maintenant d'être mis en œuvre. J'ai une question toute bête, mais qui est évoquée néanmoins dans le documentaire que nous avons vu ensemble. Sea Shepherd alerte les autorités locales dès qu'ils constatent finalement un méfait en mer, et notamment concernant la pêche illégale. Question toute bête, qui contrôle qu'on respecte bien les règles dans la mer Méditerranée? Quels sont les acteurs en matière de contrôle? Là, en l'occurrence, si on regarde le reportage de Sea Shepherd, c'est les gardes-côtes, mais il n'y en a pas suffisamment. Moi, j'ai eu l'occasion de faire une mission avec Sea Shepherd où justement, là, sur ce reportage-là, on voit que les gardes-côtes jouent le jeu. Ce n'est pas toujours le cas. Ils ne sont pas toujours disponibles non plus au moment où on s'aperçoit de l'infraction. C'est compliqué de faire intervenir les gardes-côtes à un moment précis aussi. Par rapport à ça, je voudrais rebondir aussi sur les aires marines protégées. Puisqu'on parle d'aires marines protégées de papier, on n'a aucun plan de gestion. Moi, j'habite entre Nice et Cannes. J'ai eu l'occasion d'aller voir une aire marine protégée qui est à Caproux, qui a été, je dirais, initiée par les pêcheurs. Ça fonctionne dans la mesure où il y a des plans de gestion. Et là, en l'occurrence, quand j'ai été voir cette aire marine protégée, il y a un chalut qui rentre juste au moment de ma visite, où en fait, on chalute dans l'aire marine protégée. Il n'y a pas de bornage sur les aires marines protégées. On a vraiment un vide sur ces aires marines protégées. Et aujourd'hui, je pense qu'on a cartographié, comme Didier l'a dit, pour faire du chiffre, mais on n'a que des aires marines protégées sur le papier. Alors, il y a la question des aires marines protégées, mais il y a eu aussi une tendance à une époque en Méditerranée à dire on a quelques aires marines protégées, toutes petites, minuscules, port-cros, scandola, etc. Et on va résoudre le problème de la gestion des pêches avec ça. Mais en fait, il faut s'intéresser à la totalité de la surface. Donc l'objectif est effectivement probablement d'avoir 5% de zones réellement protégées, parce qu'on en a besoin. Ça sera des zones de forte biodiversité, diversité des espèces, diversité génétique, etc. Mais on a besoin d'une gestion des pêches sur 100% de l'océan. Et quand vous disiez, est-ce que les acteurs trichent? Oui, probablement, certains trichent. Mais pour moi, le problème, c'est bien que les mesures n'ont pas été prises, ou que celles qui ont été prises sont insuffisantes. C'est très compliqué. Sur certaines populations de poissons, je pense au merlu, par exemple, on estime qu'il y avait 12 fois trop de pression de pêche sur certaines populations. Donc, trop de bateaux qui pêchent trop longtemps, etc. C'est très compliqué, ça ne se change pas du jour au lendemain. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le système pêche, il est dans une espèce de spirale infernale. Plus la ressource se dégrade, plus on va avoir des gros bateaux très impactants pour essayer d'aller chercher les derniers poissons de la mer. Et plus on fait ça, plus on dégrade la ressource. Donc on est dans cette espèce de spirale descendante, et c'est très compliqué d'inverser la tendance. Alors,
Je pense honnêtement qu'aujourd'hui, on a commencé à inverser. On a commencé à prendre des mesures. On a diminué énormément la pression de pêche. On a diminué, je le disais, le nombre de bateaux. On a pris un certain nombre de mesures. Elles seront probablement insuffisantes. Il faut savoir que dans une zone comme l'Atlantique, à un moment donné, on met en place des quotas de pêche. On dit espèce par espèce, voilà le volume que vous pêchez. Pour l'instant, on n'a pas encore fait ça en Méditerranée. On a juste dit, voilà le temps de travail que vous avez le droit de passer en mer. Bon, c'est déjà un progrès. Donc je pense qu'il y a déjà des améliorations. Mais c'est très compliqué. Il va falloir un moment. Il va falloir un moment pour que la ressource remonte. Et si la ressource remonte, on pourra aussi revenir à une situation dans laquelle on utilise des engins moins impactants. On se passe du chalut de fond, on refait de la ligne, on refait de la pêche à la ligne, au casier, enfin avec des engins plus vertueux. Mais ça, c'est très compliqué à faire. Il faut une vraie volonté politique. Alors, autre thème préoccupant lui aussi, c'est la pollution dont souffre cette mer Méditerranée, et notamment la pollution avec le plastique. Ça a été très bien illustré avec ce ramassage en mer. Parfois on a le sentiment que cette ONG évacue les déchets à la petite cuillère dans cette mer Méditerranée. Avec ce chiffre, par exemple, chaque seconde, 20 kilos de plastique sont rejetés par les Européens dans la Méditerranée. Chaque seconde, 20 kilos de plastique sont rejetés dans cette mer. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette lutte contre la pollution en Méditerranée? Est-ce que là aussi on a pris beaucoup de retard? Pourquoi les chiffres sont aussi alarmants concernant notamment le plastique? Mais il y a d'autres types de pollution évidemment qui viennent percuter cette mer. Je pense qu'il ne faut pas, si on analyse la Méditerranée, il ne faut pas trop séparer la mer de la terre. Parce qu'en fait, l'essentiel de la pollution vient de la terre. C'est ce qu'on appelle la pollution tellurique. Donc, il faut contrôler la pollution qui vient de la terre. Alors, il y en a une partie qui est contrôlée. Par exemple, il y a un réseau de stations d'épuration très important, plus sur la rive nord que sur la rive sud. On manque encore de stations d'épuration sur la rive sud. Il y a aussi des pollutions qui viennent du trafic maritime, qui est très intense sur cette partie de la mer par rapport à sa surface. Donc, ça pourrait être pire, mais on n'est pas encore là où il faudrait. Donc, il faut certainement durcir à la fois. Alors, il y a une négociation, comme vous savez, en ce moment sur le plastique, qui vise à essentiellement deux choses. D'abord, recycler davantage de plastique et ensuite diminuer la production de plastique. Ces négociations n'avancent pas beaucoup. Donc, la Méditerranée dépend aussi de ces négociations. On retrouve cette pollution plastique à peu près partout. La problématique de la Méditerranée, c'est que c'est une mer fermée et que donc l'eau circule moins. Et donc, elle se renouvelle moins, et donc elle est plus sensible à la pollution que d'autres mers davantage ouvertes. Lorsqu'on parle de pollution concernant le bassin méditerranéen, qu'est-ce que vous mettez en tête de chapitre Ce que je mettrais en tête de chapitre, c'est, je dirais... il y a de plus en plus de bateaux en mer, de plus en plus de personnes qui jettent des déchets, tout simplement, de plus en plus de tourisme aussi. Moi, je plonge avec des associations pour récupérer en apnée, pour récupérer des plastiques, et on s'aperçoit qu'on récupère tout. Et puis, il y a aussi des problématiques de changement climatique. Avec le vent, on se retrouve avec des chaises en mer, des tables en mer. Il y a énormément de plastique et de microplastiques aussi, puisque en Méditerranée, on se retrouve... j'ai l'impression que chaque fois que je plonge ou que je nage en mer, d'en avoir toujours plus. Et je pense que le problème, c'est de faire à la source, justement, de plus produire de plastique et d'éviter, justement, d'avoir le maximum de ces déchets. De la prévention, j'imagine, aussi pour... à terre, puisque vous disiez qu'effectivement, cette pollution vient pour l'essentiel de la terre. Oui. J'imagine que les solutions sont peut-être là à trouver. Oui, d'ailleurs, on avait travaillé à l'époque au Parlement européen sur un rapport qui s'appelle Économie bleue, où on avait intégré des amendements sur le fait que, même quand les pêcheurs étaient en mer, qu'ils puissent ramener du plastique. Alors, ils ne sont pas là pour ramener du plastique, mais qu'ils puissent justement rapatrier aussi du plastique. Et en échange, ils avaient une rétribution via le Fonds européen des affaires maritimes et de la pêche et de l'aquaculture. Mais voilà, il y a beaucoup de choses. Et de par l'éducation, je pense qu'il faut en parler, il faut montrer ce qu'on récupère en mer aux citoyens pour montrer ce qui se passe en mer. Je pense que les ONG ont un rôle important, ils sont des lanceurs d'alerte et le travail qu'ils font, il est très important parce que nous, on ne peut pas être sur le terrain tout le temps. Eux, ils y sont en permanence et il est important de visualiser ça auprès des citoyens.
qui est très préoccupant, peut-être pour la faune marine, ce sont ces fameux microplastiques, ces petites miettes, moins de 5 mm à l'évidemment, ce serait petit. La concentration de microplastiques, justement, est 4 fois plus élevée en Méditerranée qu'ailleurs. Et puis alors, ce chiffre que j'ai découvert, ces fameux déchets sont ingérés dans 20 à 45% des poissons et des moules testés aujourd'hui dans le bassin méditerranéen. Oui, alors ça, c'est un vrai problème, et puis ça peut, y compris, être un problème de santé publique. Mais j'ai envie de dire, il n'y a pas que le plastique. Il y a malheureusement plein d'autres polluants, et pour certains beaucoup plus graves. Il y a des métaux lourds, il y a des polluants éternels dont on parle de plus en plus, les crèmes solaires qui font des perturbateurs endocriniens, etc. Donc, tous ces polluants, généralement, ne créent pas une mortalité massive, instantanément visible. Si, lorsque une station rejette tout d'un coup, dysfonctionne, il peut y avoir localement de la mortalité. Mais si vous raisonnez à l'échelle de l'ensemble de l'écosystème, on ne voit pas tout de suite une mortalité. Mais derrière, il y a deux problèmes. Oui. Il y en a un qui est que ça peut réellement modifier la physiologie des animaux, leur reproduction, leur croissance, leur survie. Et il faut bien le connaître, il faut bien le reconnaître, c'est des choses qu'on connaît aujourd'hui très mal. On sait que c'est là, on le démontre sur certaines espèces, mais on a beaucoup de mal à l'apprécier. Et puis, il y a un problème, bien souvent, de concentration de ces polluants, et notamment de ceux qui peuvent être toxiques, dans la chaîne alimentaire, qui fait qu'à la fin, on peut avoir des vrais problèmes de santé humaine en consommant du poisson qui est pollué. Évidemment, au travers de la chaîne alimentaire. Voilà. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, simplement, je voudrais rajouter, parce que je crois que c'est important pour les téléspectateurs, qu'il y a un cadre juridique qui existe quand même. Il est bon à rappeler, bien évidemment. Un traité qui s'appelle la Convention de Barcelone, qui est signé et ratifié par tous les pays riverains et par l'Union européenne, ce qui est important, et que, en addition à ce traité, il y a un protocole qui porte précisément sur la pollution tellurique. Et donc, qui fixe les niveaux maximums de polluants qui peuvent être émis, etc. Alors, donc, ce qui est très important si on veut progresser, c'est que les pays qui n'ont pas encore ratifié ce protocole le ratifient. Parce que certains pays l'ont signé et ratifié, comme la France, mais tous les pays ne l'ont pas signé et ratifié, puisque les pays sont libres. On peut peut-être en citer quelques-uns qui n'ont pas signé ce fameux traité. Il y en a plusieurs. Je vais pas citer des pays, mais aucun protocole n'a été ratifié par la totalité des pays. Donc il y a des pays qui ont des marges de manœuvre. Il faut plutôt regarder les pays qui n'ont pas ratifié plusieurs protocoles. L'Union européenne travaille sur ces sujets, oui, formule des propositions. Oui, l'Union européenne essaye de régulariser. Oui, mais l'Union européenne, c'est une grosse machine et on a dit tout à l'heure que la Méditerranée a pris du retard. Le temps que les rapports soient mis en œuvre, soient mis en lumière, soient votés et puis après soient appliqués, il va falloir encore un certain nombre d'années malheureusement, mais on y travaille. Et justement, ce surtourisme que vous évoquiez tout à l'heure, j'ai cité des chiffres là aussi qui sont vraiment assez frappants sur le nombre de touristes qui circulent autour de ce bassin méditerranéen, ces méga paquebots. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que là, on ne peut pas empêcher les touristes d'aller sur, après tout, les côtes les plus ensoleillées européennes, ou presque. C'est sûr qu'on ne peut pas empêcher ces bateaux de naviguer, mais s'il y en avait déjà un petit peu moins, on doit pouvoir aussi réguler les déchets au sein même de ces navires, ne pas les rejeter en mer. On a vu des rejets qui sont faits directement via les bateaux. Sur les yachts privés aussi, on voit qu'il y a carrément des poubelles entières qui sont déversées en mer. Je pense que si on a plus de contrôle par rapport à ces déchets aussi, je pense qu'on pourrait limiter la casse aujourd'hui. Mais c'est vrai que le surtourisme, énormément de bateaux de croisière en Méditerranée, notamment dans ma région, pollue énormément la Méditerranée. Troisième sujet important, pas forcément abordé dans le film que nous venons de voir, mais qui semble peser de plus en plus, c'est le dérèglement climatique. Et on parle aujourd'hui d'une tropicalisation de la Méditerranée. Là, il faut que vous nous expliquiez. Autrement dit, c'est cette température de l'eau qui augmente. On parle. Oui, alors le changement climatique, c'est pas pour les générations futures, j'ai envie de dire, c'est déjà pour les générations présentes. L'eau se réchauffe, l'eau devient aussi plus acide. Alors ça, c'est pas un milieu acide, mais devient plus acide. Et puis, on sait aussi qu'on perd en oxygène. Et tous ces facteurs-là, ils influencent sur toutes les formes de vie dans l'océan. Probablement, les premiers maillons qui sont impactés, c'est le phytoplancton, c'est le zooplancton. On assiste à des diminutions d'abondance, on assiste surtout à des remplacements d'espèces. Et d'une manière générale, on va vers des espèces plus petites, des plus petits phytoplanctons qui donnent des plus
petits zooplanctons. Ça n'a l'air de rien, mais alors moi j'ai l'habitude de dire, pour les poissons, au lieu de trouver dans leur assiette, au lieu de trouver des beefsteaks, ils trouvent des croquettes. Et la conséquence taille des de sardines, semble-t-il. Voilà, alors la conséquence de ça, c'est qu'on a observé effectivement, en Méditerranée, c'était le premier endroit où ça a été observé de manière relativement massive, le fait que les poissons devenaient plus maigres, de même âge, de même taille, mais plus maigres. Et dans des proportions extrêmement fortes. Hein. Ils peuvent avoir perdu 30, voire 50% de leur poids. Donc ça fait moins de poissons dans la mer, ça fait aussi moins de poissons à pêcher pour les pêcheurs, et puis ça fait des écosystèmes qui sont très perturbés. Voilà. Alors on assiste d'une manière générale, effectivement, à des changements d'espèces. Certaines espèces plutôt d'affinité tropicale se développent, et puis d'autres régressent. On pourrait se dire, bon, après tout va bien, les uns gagnent, les autres perdent. Malheureusement, le bilan de tout ça, ce sont des pertes. Voilà, partout, on s'aperçoit que la quantité de vivants dans l'océan est en train de diminuer. L'estimation qu'on a à l'échelle mondiale, c'est qu'on considère que la quantité du vivant des animaux dans l'océan, en tout cas, a déjà diminué de 5% à l'échelle mondiale. Et la Méditerranée est une des zones fortement impactées. On va de manière inéluctable perdre encore 5% de plus d'ici les 20 ou 30 années qui viennent, parce que de toute façon, la machine climatique dans l'océan, c'est une machine avec beaucoup d'inertie. Donc j'ai envie de dire, ce que nous faisons aujourd'hui n'empêchera pas probablement qu'on perde encore 5%. Par contre, ce que nous faisons aujourd'hui va décider ce qui se passera au-delà des 20 ou 30 ans. Si réellement on met en place des politiques de limitation des émissions de CO2, alors on se stabilisera à ce niveau-là. Si on n'y arrive pas, si on continue à rejeter autant de CO2 dans l'atmosphère, alors là, on partira sur des décroissances encore beaucoup plus fortes. Avec évidemment des conséquences, notamment pour les pêcheurs. On parle de canicule marine aujourd'hui, c'est un terme souvent utilisé. On a une idée, on peut la quantifier, on peut les quantifier, ces canicules récurrentes maintenant, que connaît le bassin méditerranéen. Je ne sais pas si aujourd'hui on peut les quantifier exactement, mais on s'aperçoit que l'océan se réchauffe. Les herbiers, les nurseries de poissons, la Posidonie dans ma région changent, justement avec le dérèglement climatique, le réchauffement des eaux. On se retrouve avec des herbiers qui deviennent marrons, qui n'abritent plus les petits poissons. Et forcément, ça empêche les poissons de grandir. Et puis, on s'aperçoit aussi qu'il y a des espèces qui disparaissent, mais il y a aussi des espèces qui viennent, et alors qu'on n'a jamais vu du côté dans ma région, on se retrouve avec une espèce de loup qui n'est pas tout à fait la même, qui est plus un loup tropical, je dirais. Il y a des poissons qui migrent, il y a des espèces de poissons qui sont des migratoires à la base, mais d'autres qui changent d'attitude, et donc ça dérègle totalement l'écosystème en général. Et alors, pour ce qui est du tourisme, il y a les grands gagnants de ce réchauffement de l'eau, ce sont les méduses. Et évidemment, les touristes se disent ah bah tiens, il y a beaucoup de méduses. Alors ils sont très contents parce que l'eau, évidemment, est un peu plus chaude en surface. Néanmoins, il y a un désagrément qui est très concret du côté des touristes, là, de ce point de vue-là aussi. Tout à fait. On a beaucoup de méduses dans ma région. On a eu aussi des poissons mordeurs qui sont venus aussi là. Et puis on avait beaucoup de poulpes avant. On n'en a quasiment plus sur la côte de Nice, on va dire, et aux environs. Par contre, on en a en Bretagne. On en a beaucoup maintenant des poulpes, alors qu'avant, il n'y en avait pas. Donc les espèces changent d'endroit. On peut pêcher du poulpe aujourd'hui en Bretagne, ce qui était sous votre contrôle, absolument pas le cas avant. Ah si, il y a eu des épisodes dans le passé. Tout de même, ouais. mais quand même. Mais j'ai envie de dire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est les différents impacts dont on parle, là, en fait, se rajoutent les uns aux autres. Oui. La pêche, la surpêche, la pollution dont on vient de parler, le changement climatique. Et on aboutit à ce qu'on appelle des écosystèmes complètement stressés. Alors, moi, ça me frappe. J'ai enseigné dans des amphis que la biodiversité, c'était quelque chose d'absolument essentiel, et notamment essentiel à la stabilité des écosystèmes. Alors, beaucoup d'espèces fait que les interactions font que c'est stable. Et j'expliquais dans mes cours que si on avait une perte de biodiversité, il fallait s'attendre à des écosystèmes plus instables. Et aujourd'hui, je me retourne vers la mer et je me dis, mais c'est un TP grandeur nature que nous offre l'océan. On voit réellement se multiplier ce qu'on appelle les chaos de la nature. Les chaos de la nature, c'est effectivement ces populations qui tout d'un coup se développent alors qu'on s'y attendait pas. Alors le poulpe, alors il y en a eu dans le passé, mais tout d'un coup il est revenu. Les araignées de mer sont revenues en Bretagne. À l'inverse, en Méditerranée, donc le poulpe s'est effondré. Certains chandals se sont complètement effondrés. Donc ça c'est très problématique. On voit les proliférations de méduses dont vous parliez. Ça c'est aussi très problématique, par exemple, pour des pêcheurs
qui tout d'un coup, alors il y a une ressource nouvelle, ils sont contents, ils s'adaptent, ils mettent des bateaux, et puis tout d'un coup, elle redisparaît, ou celle à laquelle ils avaient l'habitude disparaît. Les quotas de pêche, là où il y en a, font du yo-yo, c'est très compliqué à gérer. Les conséquences du dérèglement climatique, de ces chaos climatiques, peut-être pour reprendre une partie de votre expression, sur ce bassin méditerranéen, vous les quantifiez, vous les projetez dans l'avenir et vous alertez sur quoi en particulier? Elles sont absolument majeures parce que la Méditerranée est le deuxième endroit du monde à se réchauffer le plus vite. C'est la partie orientale du bassin qui se réchauffe plus vite par rapport à la partie occidentale. Et donc les conséquences, elles sont énormes, puisque on a non seulement ce qu'on vient de dire, mais on a le fait que la Méditerranée est un hotspot de la biodiversité, avec énormément d'espèces endémiques, c'est-à-dire qui n'existent que là. Et donc si la Méditerranée les perd, le monde entier perd ces espèces. Deuxièmement, on a le problème de l'élévation du niveau de la mer, qui va beaucoup impacter le tourisme, parce que beaucoup d'installations touristiques sont en bord de mer, donc ces installations devront être déplacées, ce qui est un coût très important, qui va aussi impacter des activités économiques, qui va aussi impacter des logements. Et pour l'instant, comment financer tout ça, on ne le sait pas. Et on est sur quelle échéance, là? On est sur l'échéance 2050? Le problème, c'est que l'élévation du niveau de la mer va plus vite que ce qui avait été anticipé par les scientifiques. Donc il y a déjà des ports qui sont en train de planifier et de mettre en réserve les fonds nécessaires pour surélever les quais. Parce que l'activité économique des ports est considérable en Méditerranée. Le tourisme risque d'être très impacté, parce que lorsqu'on aura des épisodes de canicule très réguliers en Méditerranée, il y a un certain nombre de touristes qui n'iront plus là. En tout cas, ils n'iront plus là en juillet-août. Alors peut-être que ça provoquera un meilleur étalement des vacances, ce qui ne serait pas une mauvaise chose, mais le tourisme est aussi le premier secteur économique de Méditerranée. Donc ça pose une question sur la diversification nécessaire, absolument nécessaire, des économies méditerranéennes, qui ne pourront plus reposer autant sur le tourisme. On a aussi le problème de l'agriculture méditerranéenne, qui va vers de moins en moins d'eau, on le constate. Maintenant en France, avant c'était surtout sur la partie sud, les Pyrénées-Orientales, l'Aude, etc. Et donc on a un gros problème avec cette agriculture qu'on va devoir faire autrement, d'autant plus que l'élévation du niveau de la mer provoque aussi une salinisation des terres, voire de certaines nappes phréatiques qui deviennent en communication avec la mer. Donc c'est un orage parfait, comme on dit en anglais. Du côté de Nice, on a déjà anticipé justement tout ce qui vient d'être dit, ou pas encore? À certains endroits, on a anticipé. Il y a des projets qui sont en cours, mais on n'a pas tout anticipé. Et je pense que... Autrement dit, concrètement, on recule des ports, on condamne certaines zones pour les habitations. Concrètement, ça commence à prendre forme, pas encore? En termes de bétonisation, je dis non, pas encore, puisqu'on construit toujours... Et Dieu sait si elle est bétonnée, cette partie? Malheureusement, oui. Il y a des barrières écologiques qui ont été mises en place sur une partie du bord de mer, mais il n'y a pas encore assez de recul pour dire ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Il n'y a vraiment pas beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui. Bon, notre question, c'était peut-on encore sauver la Méditerranée? La réponse est sans doute oui, mais on n'est pas en avance du côté méditerranéen sur tous les sujets que nous avons eu le plaisir d'évoquer avec vous sur ce plateau de Débat Doc. Un grand merci pour votre présence. Après ce film, Les Sentinelles de la mer, cette maraude finalement effectuée avec cette ONG Sea Shepherd. Vos réactions, ça sera sur #DébatDoc. Merci à Félicité Gavalda et puis évidemment Victoria Bellet qui m'ont aidé à préparer cette émission comme à l'accoutumée. Prochain rendez-vous avec Débat Doc, ça sera à la même place, la même heure et bien sûr toujours avec son documentaire et son débat. À très bientôt.